Bon, je suis en train de faire des petits vols de drone pour vous présenter le parcours du golf de Champ de Bataille. Je ne peux pas m'empêcher, là je suis au trou numéro 7. Je viens de faire les 6 premiers trous en voiturette, de jouer le parcours tant que je peux parce que c'est pas possible de venir ici sans jouer. C'est impossible, c'est beaucoup trop beau. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour le réseau Le Club. Aujourd'hui je suis au magnifique golf du Champ de Bataille en Normandie dans l'Eure. Aujourd'hui je vais vous présenter le parcours, la structure, les gens qui y travaillent, je vais faire quelques rencontres. Vous allez pouvoir découvrir ce parcours avec moi. Je vais essayer de vous donner la stratégie adoptée. Je ne connais pas encore mais justement je le découvre. J'ai l'impression qu'il faut être quand même plutôt précis aux mises en jeu, ça a l'air quand même dans les bois toute la partie. Et du coup voilà, ce sera un des golfs qui accueillera une finale de l'Heritage World Cup. Finale régionale, n'hésitez pas à aller vous inscrire à toutes les compétitions déjà locales pour peut-être venir jouer ici en régional. Toutes les infos sont sur le site heritageworldcup.com, je vous affiche ça juste en dessous. N'hésitez pas à aller vous y inscrire et on est parti pour le golf du Champ de Bataille. Parti tôt depuis la région parisienne, je roulais en direction du golf du Champ de Bataille, une structure dont on m'avait souvent vanté les mérites et qu'il me tardait alors de découvrir. Durant mon trajet, la platitude de la route et des paysages alentours me laissait perplexe. Je dois avouer que je commençais à douter de ce que j'allais découvrir à l'arrivée. Mais quelle ne fut pas ma surprise lorsque les immenses plaines normandes désertes et sans saveur laissaient d'un coup d'un seul place à plusieurs centaines d'hectares d'un bois multicentenaire et à un magnifique château du XVIIIe siècle duquel on entrevoit facilement l'herbe verte des fairways comme mon imaginaire avait tant convoité. Nous voici arrivés fin prêt pour vous présenter ce second épisode de la série des hommes et des golfs, au bien nommé ou mal nommé selon votre forme du jour, golf du Champ de Bataille. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'avais déjà fait une vidéo, donc j'ai nommé cette petite série des hommes et des golfs, pour vous faire découvrir à la fois des golfs mais aussi les gens qui y travaillent. J'avais déjà fait une vidéo sur le golf de Gujan, n'hésitez pas à aller la voir. Et la fois prochaine, ce sera sur le golf de Rochefort en Yvelines. Alors, bienvenue sur le golf du Champ de Bataille. Depuis le parking, on va faire le petit tour pour voir à quoi ressemble la structure. Donc on arrive face au clubhouse directement avec deux putting greens. Un ici, un là, et un chipping green un peu plus loin. Donc 3 greens d'entraînement directement face au clubhouse. Donc aujourd'hui il y a un tournoi pro qui est organisé, un pay and play par Marc-Antoine Fary, où des pros au-dessus de 40 ans donc vont payer une mise, vont faire un pot commun et ensuite ce sera redistribué en fonction des résultats. On va en profiter pour suivre un petit peu tout ça puisqu'il y a des très bons joueurs qui jouent, d'anciens vainqueurs du circuit européen notamment. Donc le clubhouse, la petite terrasse. Ensuite, lorsqu'on avance un petit peu, on arrive directement dans les bois, alors que tout autour du golf, c'est complètement des champs, il n'y a pas grand chose. Alors voici le panneau qui indique les règles locales, le slope, le SSS du parcours par 72 et le parcours. Donc on démarre, le clubhouse c'est ici, on démarre du 1 et la particularité de ce parcours c'est que le trou numéro 9 est là-bas, c'est-à-dire l'endroit le plus éloigné. Donc quand ici vous démarrez pour faire 9 trous, c'est mal barré. Vous faites absolument les 18 trous, la boucle entière pour revenir. Donc à l'ancienne, on part pas pour 9 trous ici, on part pour 18 trous directement. Donc on a ici le practice, il y a une zone de frappe là-bas, une autre zone ici qui est couverte. Practice qui fait 200 mètres maximum, donc pas besoin pas le droit de taper le driver sinon on va sur la route. Ça suffit largement pour s'échauffer avec vue sur le château qui est juste là-bas. Part du trou numéro 1 et juste là le green du 18 derrière, comme j'ai dit ici c'est une boucle, donc tout le parcours se situe vraiment là-bas. Donc un parcours dans les bois, hein, magnifique, je les vois juste avant, truc de dingue. Et voilà, donc en gros le clubhouse avec le chipping green, putting green, le practice ici, départ du 1. Salut Florent, enchanté. Max, enchanté. Moi je suis en stage ici, 2 mois. Ok. Je suis en stage, donc moi je suis en école de commerce, je suis en 3e année. Ok. Et donc je fais 2 mois de stage ici, à l'accueil, un peu en taux de commercial, etc. Golfeur? Pas encore, mais le fait d'être ici, ça donne vraiment envie. Franchement, je commence, j'ai ma sœur, ma mère qui joue, donc je pense que je suis le prochain sur la liste. Là, même après mes journées, je vais taper des balles, etc. Donc, Ah donc t'as commencé à taper des balles quand même. Ouais, ça te plaît? Ouais, carrément. Franchement, c'est super prenant. Et puis le fait de visiter le parcours, etc., ça donne vraiment envie de jouer aussi, quoi, d'aller sur le parcours et de jouer tout simplement, quoi. Je te remercie. Avec plaisir. Bravo. Magnifique. C'est beau. Un peu à gauche, mais bon. Pas à gauche sur le fairway. Merci encore.
Bonjour Christian. Salut. Donc Christian Sévère. Clément. Florent. Christian qui est ancien joueur du circuit européen. Tu reprends tout, hein. Je reprends tout. Bah évidemment. Coupé. Donc Christian qui est joueur du circuit européen, ancien joueur du circuit européen, qui a gagné 2 fois sur le circuit, si je dis pas de bêtises, en 2004-2009. Exact. Qui a une spécialité dans le petit jeu. Ouais, j'ai toujours été bon dans ce domaine, ouais. C'est ce qui m'a gardé 20 ans sur le circuit. Voilà. Donc il y a certainement pas mal de... C'est pas ma distance phénoménale, mon explosivité, comme les gamins aujourd'hui à 300 mètres, chaque fois les drives. Non. Tant que tu rends des chips, tout va bien. Oui. Après tout. Donc il va nous expliquer rapidement comment tu vois un petit chip basique comme ça, qu'est-ce que tu vas penser techniquement. C'est bien ta question, je te félicite, parce que le petit chip basique, pour moi, ça doit ressembler à la base d'impact d'une balle, à savoir la toute petite partie, moment de vérité quelque part, du grand swing, la zone de l'impact. Ok. Et donc, j'ai à cœur, moi, en termes de philosophie, j'essaye de ne pas tomber presque dans le piège même pédagogique, de trouver pour mes élèves, on va dire quand il y a besoin, urgence, ok, on y va un petit peu, mais pas de solution pansement, pas de truc, ah bah alors ok, on va... Non, d'aller vraiment à l'essentiel, au basique, ou même sur un petit chip de base. Peut-être on peut avoir sous l'illusion qu'il n'y ait pas de transfert de poids, que c'est très stable, que les pros qu'on voit à la télé font ça presque de façon putting. À que nenni. Si on les observe vraiment minutieusement dans les détails, ça reste des toutes petites micro-versions du plein impact d'un plein swing. À savoir, la balle en plein centre. D'accord? Déjà, pour point numéro 1. Là, j'ai un sandwich de base, chip en montée. Ok pour mettre les mains un petit peu en avant, mais pas de trop. Parce que c'est beaucoup d'élèves que je vois dans mes académies. Mettre de trop, inconsciemment, ça les fait pivoter à l'inverse. Quand on fait comme ça, on déloft. Et pourtant, la conscience, peut-être dans certaines situations, voudrait voir une balle en l'air. Donc, chez certaines personnes, ça amène la fâcheuse mauvaise habitude de basculer en arrière. Donc, même si c'est à toute petite mesure, on doit... Alors, évidemment, il n'y a pas besoin de transfert de poids à droite, puisqu'il n'y a pas besoin de pivot pour le chipping de base. Mais néanmoins, il faut faire partir le club et les bras qui suivent, en plein dans la ligne. Et par contre, il y a bel et bien un petit transfert de poids sur la jambe avant, avec pour moi l'intention d'avoir le grip qui dépasse la cuisse gauche avant même la tête de club. Ce à quoi il faut s'entraîner, c'est pourquoi pas prédisposer un tout petit, seulement un tout petit peu, j'en ai parlé, un petit peu de poids à gauche, essayer de se convaincre que c'est le loft du club qui lève la balle et pas nous, pas avec les manos. Pas de scooping, comme disent les Anglais, pour faire un geste de balayage de base comme ceci. Mais vous allez pouvoir voir que déjà mon centre de gravité, je domine la balle. Par la suite, je prends de l'élan. L'élan, c'est que le club, les mains et les bras quelque part. Les épaules forcément suivent. C'est tout ce dont j'ai besoin. Et ensuite, tout en unisson, ça traverse, ça pivote vers la gauche. Avec, dès le swing d'essai, un petit check que ma trace au sol correspond bien à l'emplacement de la balle qui est en plein centre. Voilà. Ah, j'aurais voulu qu'elle rentre. Ça aurait été beau. Oui, ben là on peut s'entraîner. Alors, deuxième point, ça c'était un peu le point technique. Maintenant ici, vous voyez, j'ai 3-4 mètres, 3 mètres, 3 gros mètres et je suis en montée. Donc là, j'ai pris le base de 56. Mais ce que je veux montrer là, c'est que comme je suis en montée, l'intérêt, et je le préconise pour tout le monde, c'est toujours de prendre le moins de loft possible. D'accord? Donc là, je préfère basculer. Moi qui ai un gap wedge, c'est le 50 degrés. Ok. Si bien que c'est lui qui va me monter la balle jusqu'au trou en faisant moi mon petit geste de base de balayage, bien organisé comme ceci. Voilà. Et là, il monte, et là, c'est dedans. Tant que tu rends des chips, tout va bien. Oui, après tout. Et voilà, il suffit de le dire. Bonne technique, bonne stratégie, bon choix de club, bonne lecture de la situation. Évidemment, on visualise un point de chute. Et il y a plein d'autres choses que j'adore transmettre. Mais déjà, c'est un bon début, non? Ouais, c'est un bon début. Je l'accueillerai avec grand plaisir dans le réseau Le Club, notamment à mon académie au Saint-Malo Golf Resort. Merci Christian. Merci à toi. Alors, bonjour, je suis avec France. Et voici France, le sympathique greenkeeper du golf du champ de bataille, accessoirement bon joueur de golf puisqu'il est, accrochez-vous bien, scratch player. Greenkeeper du golf Champ de bataille. du champ de bataille depuis longtemps? Depuis 2005.
Donc un petit moment déjà. J'aurais juste voulu savoir, puisque là on est dans l'atelier, un petit peu que tu nous présentes tous les types de machines qu'on a. À quoi sert quoi? Parce qu'il y en a un paquet quand même. Cette machine-là, c'est la machine à ref. On tond à 5 cm d'eau et on tond une fois par semaine, 40 hectares. C'est-à-dire que ça pousse plus ou moins vite, c'est une fois par semaine en ce moment, ou alors il y a des moments où... En pleine saison. On met 2 jours et demi pour tondre tous les refs. Donc une personne dédiée pendant 2 jours et demi. C'est ça. Une machine à green, une nouvelle génération de machine à green. C'est pas l'hybride, c'est la thermique. J'ai toujours demandé au niveau des... comment ça faisait pour tondre, en fait c'est un roulement, c'est ça? Ouais, c'est des rouleaux. J'arrive pas à comprendre comment on peut raser aussi rare en fait. C'est comme un rasoir. Il y a une contre-lame en dessous. Le cylindre, il appuie légèrement sur la contre-lame et le gazon, il est coupé. Et là, c'est à combien de millimètres du coup? 3,5, 3 mm 5. Ok. Et ça, c'est tous les jours? Tous les jours. Tous les jours. Tondre des graines tous les jours. 1 hectare 2. Ça prend combien de temps? 3 heures. 3 heures. Ok, donc là, 2 jours et demi, 3 heures. 3 heures tous les jours. Machine à fairway. On les tond 3 fois dans la semaine. Le lundi, mercredi, vendredi, les fairways. Et ça prend du temps aussi là, parce que c'est quand même... Là, c'est un gars pendant 6 heures. 14 mm. Et est-ce que, parce que là, il y a un tournoi aujourd'hui, oui. Donc quand il y a un tournoi, il y a des trucs spécifiques à faire ou... Oui, on tond les greens, logiquement les fairways et les départs. Un peu plus ras que d'habitude ou pas forcément? Non, les greens, c'est un peu plus ras, mais on les roule aussi, avec une rouleuse. Donc là, vous avez fait ce matin la rouleuse pour tasser un peu le green pour que ce soit plus ferme et plus rapide. C'est ça. Après, on a un râteau bunker, 3 fois dans la semaine aussi. On met 4 heures pour les ratisser. Cette machine-là, c'est une machine départ avant green. Ah, c'est pas la même que les fairways du coup? Non. C'est parce que les éléments de coupe sont plus espacés et on accepte du gazon plus haut. Il y a une machine par zone. D'accord, ok. Celle-ci, on tond à 10 mm. C'est le cas de tous les golfs, ça, ou alors Oui, c'est tous les golfs. Après, on a un sableur. On a un sableur pour sabler les greens. On a ça pour l'hiver. Nous, on est un golf où il y a beaucoup de feuilles. On est dans la forêt. Ouais. Et l'hiver, on passe pendant 3 mois à ramasser les feuilles, à les broyer avec ce truc-là. Et il y a un caisson. Pour s'en resservir derrière? On le stocke dans la forêt et puis on s'en sert comme terreau après. On passe pendant 3 mois quelqu'un en permanence tout le temps. Ah ouais, ok. Comme ça, les golfeurs partent pas de leur balle dans les... Et pour pas que les feuilles pourrissent sur les fairways aussi. Et quand... Ouais, parce que du coup, ça permet pas à l'herbe de pousser bien. Ouais, c'est ça. Elle n'a pas l'oxygène. Après, on décompacte les fairways pour faire le travail des vers de terre. C'est un décompacteur, un vertidrain qui fait des trous dans le sol et on remplit de sable. En faisant un léger biseau, là, comme ça. Et ça donne l'oxygène dans le sol. Ça, on fait par l'hiver pendant 1 mois et demi. Et après, on a ça pour les greens, pour percer les greens et sabler. Et on sable derrière, on fait des petits trous, micro-pointes, et on épand du sable derrière, on le fait rentrer dans les trous, et ça durcit le sol pour que les greens roulent plus et soient plus fermes. Ok, avec le travail de, comment on appelle ça, du top dressing. C'est ça. Et j'ai une question en voyant toutes ces machines, c'est tout le parc machine, ça coûte combien? Le total du parc ici, on a une machine par zone. Sur les grands golfs, il y a 2 machines par zone. L'investissement de machine, c'est 280 000 €. Mais l'investissement de base pour entretenir le golf. Et vous êtes combien du coup à travailler? On est 5 là. On passe assez rarement dans les zones comme ça où travaillent les jardiniers, mais c'est intéressant de savoir tout ça. Alors France, je voudrais que tu nous expliques un petit peu les spécificités, je vais y arriver avec ce mot, du terrain ici, la qualité du sol, voilà. La qualité du sol, c'est argileux. Tout ce qui est fairway, rough, et tout ce qui est départ, green, c'est du sable, 100% sable. Ok. Green à l'américaine et départ aussi à l'américaine. Et le reste, c'est argileux, mais c'est drainé de partout. Et l'hiver, on peut jouer 360 jours de l'année ici. Tu disais à l'américaine, c'est-à-dire? Les greens à l'américaine, c'est les greens en sable. Green à l'anglais, c'est plus terre, sable ou terre pure. Et donc tu m'as dit que tu étais joueur? Oui. Scratch d'index? Ouais. Est-ce que tu peux me dire, parce que la pro n'est pas dispo aujourd'hui, ce serait quoi les trous les plus sympathiques sur ce parcours à jouer, les plus difficiles aussi? Les plus sympathiques... Là on est devant un très joli trou déjà. Le sympathique, le 17. Donc celui-ci. Ouais, le par 3, il est impressionnant, mais il n'est pas si dur que ça. Il n'y a que le green qui est tortueux. Faut pas le rater quand même. Ouais, faut pas le rater. Au champ de bataille, il faut surtout placer la balle.
Le driver, il reste dans son sac quand on veut taper fort. Tu prévois la question que j'allais te poser, si justement c'est les joueurs qui vont venir ici pour l'Heritage World Cup, c'est en septembre je crois, s'ils doivent maîtriser un de secteurs de jeu ici, pour toi c'est les mises en jeu. C'est driving, ouais. Ok, mais pas forcément driver. Ouais, non, on peut jouer le driver, moi je le joue partout, mais en plaçant la balle. Il faut savoir où se mettre sur les bancs. Ouais, à 70% ou 80%. Et il y a 2-3 trous où on peut taper fort, mais ou sinon jouer des fer 2 au départ ou des bois 3. En fait, c'est-à-dire que si tu tapes drive, c'est pas juste le fairway, c'est viser une partie du fairway pour trouver les bons angles ensuite pour pas être gêné par les arbres, les branches, etc. C'est ça. Ok, donc c'est un terrain, vaut mieux quand même l'avoir joué une fois pour pas trop se tromper. Les greens sont assez étroits. Le deuxième coup est important aussi. Et faut être bon au putting aussi. Tous les greens sont en dévers. Les greens sont tous en dévers, on croit qu'ils sont plats, mais ils sont tous en dévers. Je veux qu'avec des petites zones, avec pas des plateaux, mais des zones où ils peuvent mettre le drapeau un peu coquin. C'est ça. Donc ça dépend des drapeaux évidemment, mais c'est vrai qu'ils sont pas si pentus, mais vu qu'ils sont pentus dans une pente générale, c'est ça. On peut se retrouver avec des putts qui glissent. On a l'impression que c'est tout plat, mais en fin de compte il y a tout le temps une pente. Ouais, faut faire attention aux putts un peu loin, c'est pas facile de se mettre près quoi. C'est ça. Je te remercie. Un petit mot pour terminer. Si t'en as un, qui vient là tout de suite. Si, venez au champ de bataille. Ah nickel. Je te remercie. Après avoir joué les 18 trous du parcours du champ de bataille, je me suis fait une idée plus précise de la manière dont il fallait jouer ce tracé. Comme a pu me le dire France, les mises en jeu doivent être savamment placées. Voici les exemples des 3 trous qui représentent bien cet aspect du parcours selon moi. Tout d'abord le trou numéro 3, petit par 4 de 325 mètres, dont le fairway accueillant au premier abord se rétrécit très franchement aux alentours de 190 mètres du départ. Il vous faudra donc jouer un club plutôt court depuis le tee et viser la partie gauche du fairway pour éviter l'obstacle d'eau qui guette sur votre droite. Le trou numéro 13 est également un bel exemple de stratégie depuis le départ. Ce léger dogleg droit de 353 mètres nécessite une mise en jeu précise à la fois en direction mais également en profondeur. La position parfaite étant de placer votre balle une vingtaine de mètres avant le bunker du fond du fairway pour vous laisser un coup d'environ 130 mètres. Si vous ne trouvez pas la zone précitée, vous risquez très fortement d'être gêné par les branches des arbres qui viennent enserrer votre accès au green. Pour finir, le trou numéro 14 est selon moi l'un des trous les plus piégeurs du parcours. Sur ce dogleg droit, la mise en jeu est faussement étroite puisque le fairway est finalement accueillant, mais bizarrement, vous ne devrez surtout pas finir en plein centre de la piste car les architectes se sont amusés à laisser un immense sapin en plein milieu de celui-ci, juste avant les greens. Deux moyens alors pour y accéder sans avoir besoin de trop manier la balle, viser la partie extrême droite du fairway ou bien sa toute fin en se rapprochant de la barrière d'arbres du fond pour ainsi passer soit par la droite, soit par la gauche de ce fameux sapin. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, pour bien jouer sur ce parcours, il vous faudra des mises en jeu précises en direction et en longueur. Une reconnaissance de parcours ne sera donc pas de trop pour ne pas vous faire piéger. Le golf n'étant pas un jeu où la pratique et la théorie s'associent si facilement, les manieurs de balles comme sur tous les parcours boisés auront plus de facilité à se débrouiller lorsqu'il faudra passer au-dessus, en dessous ou autour des arbres. Très présent sur ce parcours du champ de bataille, vous l'aurez compris. Pour finir, préparez-vous quoi qu'il arrive à en prendre plein les yeux sur de nombreux trous du parcours et notamment les par 3, tous très scéniques, comme le trou numéro 2 tout en descente avec un green très étroit et pentu, où le choix de club ne sera pas facile, ou bien le trou numéro 12 avec son green à l'aveugle et dont le départ magnifique est entouré de bruyères, mais aussi le trou signature qu'est le trou numéro 17 et dont le green est peut-être l'un des plus compliqués de tout le parcours. Ces par 3 présentent tous une particularité également, celle d'avoir des départs encaissés dans les arbres alors que la trajectoire de la balle, elle, subira les effets du vent, alors attention à Éole qui pourra s'amuser à vous jouer de sacrés tours. Oh, surprise! On va le vent pousser à droite. Ah, ce trou est tout simplement magnifique. Là on a une espèce de petite arène en fait, l'endroit où est le green, encastré dans la forêt avec, je vais vous montrer, encastré dans la forêt avec les buissons un peu partout. Donc il est pas long. Par contre si jamais vous ratez le green, vous êtes dans la panade. Heureusement il est pas long, le green est assez grand. On va essayer de faire le birdie, allez. Allez. Yes! Ah, birdie sur le trou iconique. Ça fait toujours plaisir, ça. En plus, il y avait une sacrée pente sur ce putt. Alors, bonjour Hervé, directeur du golf de champ de bataille. Depuis un petit moment. 30 ans.
Ah, carrément depuis le début. Mhm. Et est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire du golf du champ de bataille? Il a été créé en 90. Ok. Monsieur Boutroll, qui était le créateur de la Sogel, comme il était d'origine normande, il est tombé amoureux du golf du champ de bataille. Pas du golf, du château du champ de bataille, excusez-moi. Qui du est château juste du champ de derrière bataille, là-bas. qui n'était donc un lieu un peu magique avec cette forêt et autres. Les travaux ont été effectués par 2 architectes, un architecte paysagiste qui s'appelle Thierry Ho et un architecte australien qui s'appelle Robin Nelson. L'avantage que nous avons ici, c'est que nous avons des massifs de rhododendrons centenaires en quantité énorme. Moi, pour être tout à fait honnête, en arrivant, je suis un peu tombé amoureux directement. J'ai voulu faire un tour du parcours pour voir à quoi ça ressemblait. J'ai pas pu m'empêcher de jouer quelques trous quand même. Maintenant, on est obligé. C'est assez surprenant parce que c'est vrai. Moi, je me souviens la première fois que j'ai eu mon entretien ici pour être directeur de golf. J'ai été étonné parce que je suis arrivé, il y a que des champs autour. Ça va être un golf plat, ça va être nul. Voilà, il n'y aura rien. Et quand je suis arrivé, alors là, comme vous, je suis tombé Surprise. amoureux du site. J'ai dit pourvu qu'ils me prennent. Et ça fait 30 ans du Monsieur coup. Boutroll, je dis pourvu qu'ils me prennent. Et puis maintenant, ça fait 30 ans, oui. Merci beaucoup Hervé. Voilà, merci beaucoup. Pas de soucis. À bientôt. Bon, je suis un petit peu les parties de ce tournoi réservé aux joueurs de plus de 40 ans, d'anciennes gloires du circuit, encore gloire du circuit senior. Ça joue encore très bien au golf. On est avec Marc-Antoine Fary, qui est organisateur du tournoi aujourd'hui. Pour quelle raison tu as choisi ce parcours? Je connais bien cet endroit depuis pas mal d'années. Le directeur et toute l'équipe sont des gens avec qui je m'entends bien. Et puis ça fait partie d'un trio de 3 tournois qu'on organise dans le même coin, donc à savoir ici. Ensuite on va à Les Riposes et on termine par le Vaudreuil. Donc en fait on a 3 tournois de suite en l'espace de 9 jours. C'est pour ça que tu arrives à faire venir des Anglais, etc. Voilà, exactement. Il y a un très bon champ de joie et donc tout le monde est content, aussi bien certains pros français enseignants de retrouver des vainqueurs de l'Open de France ou des joueurs de la Ryder Cup tels que Philippe Price. Donc c'est sûr que c'est sympathique de pouvoir faire 18 trous avec eux ou 36 ou de les côtoyer après la partie. Ça fait une bonne émulation. Ouais. Je te remercie. Merci. Donc c'est Michel, c'est ça? Non, Bond, James Bond. Bonjour James, enchanté, tu es golfeur pro. Bon, ça se passe pas de ouf apparemment. Pas du tout. Je vous présente Eric, qui se fait appeler James mais que j'appelle malencontreusement Michel. Eric est un golfeur gaucher passé pro en droitier avant de tout refaire dans le bon sens depuis quelques années, mais ce n'est pas tout car il est également champion de long drive, un personnage atypique et attachant que je vous laisse découvrir. T'es gaucher, mais t'as appris le golf en droitier? J'ai joué en droitier en fait, je suis descendu à 12-3 d'index, j'ai passé l'état de golf. Donc t'es passé pro en droitier? Ouais voilà, je suis un peu multi-activité, surtout de l'athlétisme. Et ce qui m'a poussé un peu à faire du long drive, c'est un pote de Paris qui m'a fait découvrir un peu l'activité. Et puis finalement je me suis investi un petit peu à fond les ballons. Ce qui fait que j'ai pu me tester sur la Suède, ensuite j'ai réussi à me qualifier au championnat du monde en 2012, j'ai terminé 3ème en senior, une vitesse de tête de club de 135 entre 135 et 142 en vitesse. Un peu nerveux. Ça fait plein de jaloux là. Je pense. Messieurs, accrochez-vous. 2013, j'ai gagné le championnat d'Europe senior. 2014, championnat du monde de match play. Quand tu dis senior, c'est 40. Alors en Europe, c'est 40. Et aux États-Unis, c'est 45 ans. Donc c'est-à-dire qu'à 40 ans, tu avais une vitesse de swing déjà de 140 quoi. Ouais, voilà, à peu près. Donc sur une moyenne de 135, je peux avoir des pics de 140 et avec des qualités de frappe qui me permettaient d'avoir un vol de balle optimisé entre 295 et 315 au carré. Donc c'est quand même assez intéressant. Si j'avais un conseil à donner à l'ensemble des gens qui sont gauchers, c'est quand même
bien de rester sur son côté. À un moment donné, ça joue contre soi. Dans une cinématique dans laquelle on se projette, il y a la cinématique sur laquelle on aimerait se positionner, mais il y a celle du corps qu'on ne voit pas et qu'on ne perçoit pas. C'est juste que depuis tout à l'heure il attend en train de faire la tête. So sorry. Sorry. C'est ça d'être bavard. Ah oui, j'avais pas vu. Donc en fait t'écoutes de la musique quand tu joues. Écoute, c'est ça. Ah mais c'est sur les lunettes. Ah ça rentre dans la tempe en fait, c'est ça? C'est juste une tuerie le son. J'avais jamais vu ça. Le son c'est juste une tuerie. Non, l'air de rien, tu mets ça sur ta casquette, ça se voit pas. Et puis quand tu t'ennuies sur le parcours, bah, tu te mets un petit fond musical, c'est plutôt cool en fait. Voilà, le concours de putt sur une seule balle. On va aller le plus proche sur le putt qui est à droite là-bas. On va vérifier l'adage qui dit que drive for show et putt for money, même si toi dans ta carrière ça a été l'inverse. Eh bien en direct du golf du champ de bataille, c'est Florent, hein, un pro très sérieux de Bordeaux, qui va ouvrir le bal. Il semblerait qu'il soit un peu stressé face à Long Driver qui est un peu sûr de rentrer. Oh là là, la balle roule, la balle roule, la balle roule, elle n'en finit pas de rouler. Et là, elle part légèrement à droite. Et elle finit en fait hors de la caméra. Apparemment, il est vexé, il a envie de jouer ma balle. Alors attends, je peux peut-être recommencer parce que là, j'étais pas chaud en fait. Du coup, c'est bon, j'ai gagné. Je pense qu'on va faire parce que la dame qui a bougé, ça m'a un peu perturbé. En fait. Madame, vous avez bougé, hein. Ça m'a déconcentré. Je te remercie. Avec plaisir. Donc on a vérifié. Drive for the show et putt for the money. Et voilà. Bon bah je suis super content d'avoir rencontré James Bond en personne, c'était sympathique. Très bavard James Bond et très intéressant les discussions avec lui, donc je le remercie d'avoir passé un petit peu de temps et d'avoir flingué sa fin de partie à cause de moi. À la fois joueur gaucher, droitier, long driver et voilà, mais que j'ai battu au putting. And this is my friend from Spain, el señor Miguel Ángel Martín. Allez, c'est la fin de la vidéo. Il commence à un petit peu pleuvoir, il y a un petit vent frisqué là, normand, donc je vais me dépêcher. C'est pour ça que j'ai remis le bonnet. J'espère que la vidéo vous a plu. Si tel est le cas, dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous êtes tombé amoureux de cet écrin de verdure normand. Si jamais vous êtes déjà passé ici, je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Un petit like, ça fait de mal à personne. N'hésitez pas à vous inscrire aux compétitions de l'Heritage World Cup sur le site de l'Heritage, heritageworldcup.com. Tout simplement, vous trouverez toutes les infos en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Dans 2 semaines, vous aurez une vidéo sur le golf de Rochefort en Yvelines que je vais découvrir demain. Il faudra suivre tout ça. En attendant, bon golf et à plus.